Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Hello, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et je vous retrouve pour un épisode exceptionnel. Nous l'avons enregistré depuis la station de La Rosière dans les Alpes où nous participions au Safety Shred Days. Les Safety Shred Days, c'est une semaine dédiée à la formation au secours en avalanche. Les meilleurs riders mondiaux sont présents et j'ai eu le plaisir d'accueillir sur Mordu le fondateur de cet événement, Victor Davier. Victor est bourré d'énergie, snowboarder pro depuis 12 ans, champion de France, champion d'Europe, organisateur d'events, ambassadeur pour des causes écologiques ou sociétales, il est aussi chef d'entreprise. C'est après 2 gros accidents, des avalanches, que Victor a décidé de sensibiliser et former le grand public. On a parlé de ces moments extrêmes avec lui et de ce que chacun de nous doit savoir en ski ou en snowboard. Vous verrez que la dernière partie de l'épisode où Victor nous raconte son incroyable aventure avec la fédération afghane de snowboard est juste incroyable, j'en ai encore des frissons. C'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu, Victor Davier, le Yes Man. Salut Victor, bienvenue sur Mordu. Salut, merci de me recevoir. Bah tu rigoles, hein, c'est toi qui nous accueille à la Rosière dans le cadre des Safety Shred Days. On va y revenir. Victor, t'es pro rider en snowboard depuis 12 ans, t'es aussi organisateur d'événements, chef d'entreprise, ambassadeur engagé auprès de causes sociétales et environnementales. On va aller dans le détail de tout ça, mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire comment t'as commencé le snowboard ? Ma marraine et ma mère faisaient du snowboard, c'est ce qui m'a donné envie de commencer. J'ai commencé dans une petite station au-dessus du lac de Serpenson dans les Hautes-Alpes, à côté de Gap, à Réalon, à faire du snowboard avec mes chaussures de ski. J'ai tout de suite été accro, mais ce que je me souviens le plus, c'est vraiment la première fois en dessous du télésiège sur une petite bosse que j'ai réussi à faire un grab et à attraper ma planche. Et là, je me suis dit, waouh, tu l'as fait. Tu vois, j'ai l'impression que ce souvenir, c'est vraiment slow motion où j'ai réussi à attraper ma planche et là, je me souviens que ça m'a vraiment motivé pour continuer davantage. Ah, le kiff du premier trick, je crois qu'on l'a tous exactement. eu. Moi, je me rappelle aussi de mon premier backroll en kite et j'ai l'impression qu'il a duré des heures alors que c'était 2 secondes. C'est marrant. Ouais, c'est vraiment la première vraie sensation que j'ai eue, c'est le contact de ma main avec la planche en mode « tu l'as fait ». Et alors, du coup, direct, t'as enchaîné les compètes. Comment ça s'est passé ? Dans le sud, on a été élevé pas vraiment à la compète. J'ai ensuite intégré à l'âge de 11 ans un club, mais c'était vraiment un peu à la route, quoi. C'était, voilà, il nous amenait, il y avait des super coachs, mais c'était vraiment très amical. On allait 2 fois par semaine faire du snowboard avec une énorme bande de potes. Mais voilà, il y avait des petites compètes locales, mais rien de très sérieux. Et je me suis mis à la compète par rapport à mes potes assez tard. Et ce que je trouve assez sain, parce que voilà, c'était pas on va faire du snowboard pour faire de la compète. C'était on va faire du snowboard parce que c'est cool et parce qu'on est entre amis dans la montagne à essayer de faire des tricks. Ouais, et je pense que j'ai eu le sentiment que le début du snowboard à cette époque-là, l'idée c'est vraiment d'être un peu hors du système, c'est-à-dire à l'époque il y avait quand même, c'était vraiment l'ère du ski de piste, et là toi tu prenais le snowboard, tu faisais 3 mètres sur le côté, t'allais pas forcément super haut, mais t'allais avec tes potes 2 bières ou 3 coca avec une pelle, et puis voilà, tu faisais l'après-midi là, c'était exactement. Cool quoi. Ouais. Et on faisait nos petites vidéos, on était à fond. Après, les coachs, ils se sont connectés avec d'autres coachs, et ils ont dit, finalement, ils font pas de compète, mais ils sont quand même bons. Ils sont quand même bons, nos jeunes, donc on va essayer de les mettre sur une ou 2 compètes. Et ça a tout de suite bien marché. Première compète, premier podium, qualifié pour les championnats de France. Et là, pour la petite anecdote, c'était marrant. Donc ma mère nous amène avec mon pote Benoît, qui avait été aussi sélectionné, à notre premier championnat de France. On se perd sur la route avec un col fermé pour y aller, on met le double de temps. On arrive sur place, on dort là-bas et le lendemain matin, la compète devait commencer. Et là, on se pointe pour récupérer nos dossards. Mais vous n'êtes pas au courant ? La compète a déjà commencé, il y avait un Riders Meeting. Comment ça, un Riders Meeting, ça veut dire quoi ? Oui, allez-y vite, ça va commencer. On arrive là-haut, il appelle directement le dossard de mon pote. Le mec bien échauffé. Il pose son sac, il s'envoie, il s'éclate bien sûr parce qu'avec trop de motivation et voilà. Et donc premier championnat de France, ça avait été une catastrophe.
Et l'année d'après, j'ai gagné les championnats de France, ce qui m'a permis d'accéder à d'autres niveaux, d'être qualifié et sélectionné pour les sports-études. Donc j'ai été en sport-études à Villard-de-Lans. Et c'est là que j'ai commencé à faire plus de compétitions, rencontrer d'autres snowboarders d'un autre niveau qui faisaient déjà la compète depuis quelques temps, ce qui m'a permis de bien progresser, d'avoir mes premiers sponsors et de commencer une vraie carrière. Et du coup, la compétition à l'époque, c'était quoi ? C'est une façon de repousser tes limites ? C'était une façon de gagner ta vie ? C'est l'occasion surtout de faire plus de snowboard. Sport-études, j'imagine, tu as l'hiver complètement libre, tu peux suivre dans un lycée de qualité tes études. Et voilà, moi, en tant que passionné, c'était l'occasion de faire 2 fois plus de snowboard. Et tu avais identifié là, dès le lycée que ton kiff, ce serait de devenir rider pro ? Je crois que ça me paraissait inatteignable. Tu vois, quand je regardais les riders dans les vidéos ou dans les magazines, je me dis, waouh, c'est vraiment incroyable. Ça me faisait rêver clairement, mais je crois que ça me paraissait vraiment trop au-dessus, quoi. Et donc, petit à petit, j'ai gravi les échelons et je me suis retrouvé à cette position et je suis vraiment heureux, quoi. J'ai le sentiment qu'il y a eu tout ce moment dans les années 90 où il y a eu vraiment, où le snowboard français a explosé. À l'époque, toi, tu étais déjà inspiré par ce milieu du snowboard français, t'en parlais, des grands frères, des coachs à l'époque, où les inspirations étaient déjà très américaines. Mes idoles, c'était quand même des riders internationaux. En France, il y avait un très bon rider dans le sud qui était donc Guillaume Chatagnol, qui est maintenant un champion de kitesnow. Après, un rider comme Mathieu Crépel, c'était une génération juste au-dessus, il gagnait tout. C'était le jeune trop fort, trop cool, qui avait des pro modèles, etc. C'est sûr que c'était des riders qu'on suivait et maintenant c'est un de mes meilleurs amis, donc c'est marrant. Après, à l'international, je regardais beaucoup de vidéos de snowboard, des riders comme Guy Ruff, John Jackson, Kazoo. On est aujourd'hui sur les Safety Shray Days, un event que tu organises autour de la sensibilisation et la formation au secours en avalanche. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où est né ce concept ? Ouais, je peux peut-être me permettre de revenir un peu sur la phase compétition. Voilà, ça me plaisait parce qu'on allait de station en station, on découvrait vachement de nouveaux coins, de nouveaux pays avec toute une équipe de potes. C'était vraiment génial, mais j'ai jamais eu cette passion de vaincre. Notamment en compète, c'est souvent des gros sauts sur de la glace où on risque vraiment de se faire mal et potentiellement de mettre fin au rêve, quoi. Et donc j'ai réalisé petit à petit que en fait, j'étais vraiment passionné de snowboard et surtout passionné de montagne. Et pour moi, avec le temps, j'ai réalisé que le snowboard, c'était plus une progression personnelle où tu es en montagne avec tes amis à te pousser toi et à pousser ton niveau, plus que de battre les autres. À la fin, c'est celui qui va faire la meilleure vidéo ou l'image la plus impressionnante. Ouais, et puis toi, j'ai l'impression qu'il y a un côté aussi délire entre potes que t'aimes bien et que tu peux aussi exploiter dans tes vidéos, être Exactement. créatif. Exactement, toute cette créativité, développer son style, essayer d'inventer des figures, etc. Pour moi, c'était vraiment c'était ce qui me plaisait. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé du côté freeride ou ce qu'on appelle le backcountry, donc les sauts en freeride. Voilà, tout ce qui est freestyle en freeride, ça s'appelle le backcountry. Et donc, je me suis vraiment spécialisé là-dedans. Tu pars à l'autre bout de la planète, dans des endroits perdus, dans beaucoup de pays où il y a eu de la neige. On va y revenir parce qu'en plus, dans des endroits incroyables et parfois improbables. Ouais. On va revenir. J'aimerais bien que tu nous parles des trip roulettes après, parce que c'est assez funky. Il y a des endroits improbables. Mais avant qu'on aille là-dessus, enchaînons sur les Safety Shray Days, si ça te va. Carrément. Alors, j'ai commencé à vraiment me spécialiser dans tout ce qui est backcountry à partir de l'âge de 18 ans. Donc voilà, être en montagne, en hors-piste, dans des endroits assez risqués, clairement. Mais bon, ça fait partie de notre quotidien, se dépasser, être dans la montagne, dans des endroits pas forcément sécurisés. Et voilà, en traînant dans les montagnes, j'ai vécu pas mal de scènes d'avalanches. Et notamment, moi, j'ai vécu 2 avalanches. Une en 2014, en Alaska, lors de ma toute première descente ever en Alaska, alors que j'étais avec Absinthe Film, qui est la production mythique de films de snowboard. Alors moi, j'ai vu les vidéos, donc tu es au-dessus d'une bête de montagne,
tu viens de te faire poser, tu fais un virage, 2 virages, et là, bam, ça craque direct, quoi. Le 3e virage de ma vie en Alaska, après 2 semaines à avoir campé dans un camping-car. Boum. Est-ce que tu comprends tout de suite que c'est une avalanche? C'est la première fois que tu es dedans, tu comprends que c'est ça? Là, c'est quand même une scène que tout snowboarder a un peu envisagé, hein, on sait ce qu'on fait. Mais là, ça peut paraître comme une descente compliquée, mais j'avais pour la première descente choisi une descente selon moi assez abordable. Et là, 3e virage, tout craque. Donc c'est vraiment la neige se fissure. Et ça, c'est devant toi, derrière toi, t'entends le truc? Ah non, là, je suis en plein milieu. Il n'y a pas d'échappatoire. Gauche-droite, non, je suis au milieu bien avancé parce que j'avais déjà beaucoup de vitesse. Et là, waouh, quelle est la solution? Il faut être vraiment très vif, essayer de ne pas paniquer pour trouver quel est l'échappatoire. Je vais tout droit pour essayer de doubler l'avalanche. J'arrive à la doubler. Malheureusement, il y a donc une gueule de baleine, donc c'est un écartement du glacier, donc un trou qui fait que je le saute, mais à la réception, je tombe et là, l'avalanche est derrière moi alors que j'avais fait le plus gros du travail. L'avalanche est derrière moi, je déclenche mon airbag et je me fais pousser par l'avalanche. Elle me descend. Donc, je fais vraiment des roulés-boulés dans l'avalanche. Je passe plusieurs fois donc, la tête sous la neige. Et donc là, tout ce qu'on t'a toujours dit, essaye de nager, essaye de rester à la surface. L'avalanche commence à se calmer et il me reste juste la tête au-dessus de l'avalanche, quoi. Et donc là, c'est un shooting professionnel avec des guides, des autres snowboarders expérimentés, un hélicoptère. Et ils sont tout de suite venus à moi pour me sortir de la neige. Ça a été ma première grosse expérience en mode waouh, t'as eu vraiment chaud. T'as failli y passer, l'avalanche aurait pu te pousser dans une crevasse qui était à proximité. T'as dit, quand t'es snowboarder pro, tu sais que ça peut arriver, t'as envisagé le cas. Nous ici, sur Mordu, on reçoit beaucoup de surfeurs, de surfeurs de gros, et la première fois qu'ils décrivent, hein, qui vont surfer du gros, ils ont déjà passé beaucoup de temps en piscine, en apnée, voilà. Toi, tu peux te préparer quand t'es snowboarder à vivre ça? En amont, on avait déjà fait des entraînements et on a eu des retours aussi d'autres snowboarders qui avaient été pris dans les avalanches. On sait ce qu'il faut faire en cas d'avalanche. Mais c'est moins prévisible par rapport à une vague. Tu vas à Nazaré, surfer du gros. Tu sais qu'il y a un monstre derrière toi et tu sais ce qu'il faut faire en cas de pépin. L'avalanche, elle est invisible, imprévisible. Voilà. Il faut vraiment s'entraîner à savoir où est-ce qu'il peut y avoir une avalanche, comment elle se produise et comment, donc ça c'est la gestion du risque, et ensuite comment, en cas d'avalanche, faire un secours en avalanche. Et juste pour commenter, avant que tu nous racontes le deuxième accident, mais ce qui est mythique sur cette première avalanche, c'est la première fois que tu es dans cette situation, tu dis que tu prends la bonne décision, que c'est d'aller tout droit. Tu vois la vidéo, le mec il déboule, mais tu vas à une vitesse tout droit, quoi. Ah ouais. C'était ça aussi le problème, c'est que j'ai dû aller très très vite et peut-être trop vite par rapport à la pente. Et c'est ce qui a fait que l'avalanche m'a rattrapé. Et donc là, je me retrouve pris dans une avalanche très proche de la mort par la situation. C'est-à-dire que moi, j'allais physiquement bien, mais qu'à peu de choses près, l'avalanche aurait pu me pousser dans une crevasse et c'était la fin. Et là, donc, je me retrouve devant tous mes héros de cette production, parce que moi, j'étais le petit nouveau. Donc, tous les mecs au-dessus de moi me faire prendre lors de mon premier run en Alaska, donc, ce qui est vraiment le trip ultime pour nous, me faire prendre une avalanche. Et donc, ça, c'était vraiment très impressionnant. Et je remercie mes collègues qui étaient là ce jour-là. Ils m'ont dit, OK, prends une pause d'une demi-heure. Maintenant, tu remontes dans l'hélico, tu remontes sur le poney, on continue. Et là, c'est reparti. Ils ont bien fait parce que ça m'a permis tout de suite de passer au-dessus de cet accident. Ce qui est horrible en plus, c'est que de ce truc-là, je trouve, c'est que tu n'as pas fait d'erreur. C'est pas si. Ah, OK. Il y a eu des erreurs de fait. Par exemple, c'était de la neige fraîche, il y avait eu du vent. On avait eu beau, avec les guides, faire des coupes de neige pour vérifier la stabilité du manteau neigeux. Sur cette montagne-là, on n'avait peut-être pas assez bien vérifié et le manteau n'était pas stabilisé et donc on avait fait une erreur. Mais il y a toute une pression de résultats. Il y a beaucoup d'argent en jeu quand on va
en Alaska, etc. C'est des voyages qui coûtent très cher. Et donc, dès qu'il y a une fenêtre de beau, là, ça faisait 2 semaines qu'il faisait mauvais, qu'on campait dans un camping-car. Quand il y a eu une fenêtre de beau, il y a eu une petite pression, je pense, médiatique, pression de résultat, qui a fait que ça nous a poussé à faire peut-être cette faute. Et ensuite, donc 2016, deuxième voyage en Alaska, je me reprends une avalanche, certes plus petite, mais quand même c'était un signe comme quoi voilà, il fallait faire attention. Et surtout, lors de ce voyage, un ami à moi s'est fait prendre dans une avalanche de manière beaucoup plus sérieuse. J'avais passé l'été avec lui juste avant, donc on était quand même assez proches. Et on a procédé au secours, donc encore une fois sur un secours lors d'un shooting professionnel, donc assez sérieux avec des personnes formées. Et on est passé vraiment proche voilà, d'un accident fatal. Moi, je l'ai retrouvé, donc mon ami quasiment violet, inconscient. Donc on ne savait pas s'il était en vie à ce moment-là. Heureusement, c'est un gars costaud et on l'a sorti de la neige. Il était inconscient et petit à petit, il s'est réveillé à l'hôpital. Mais ça a été vraiment l'élément déclencheur où je me suis dit, waouh, il t'arrive des choses à toi, ok. Mais là, de voir son ami dans la neige, violet, inconscient, lui, il n'avait pas fait de grosses erreurs. Voilà, ça a été vraiment traumatisant, clairement. Et c'est ce qui m'a poussé à faire cet événement. Je pense qu'après, avec un peu de recul, c'était une année très difficile. Je suis rentré de ce voyage où voilà, on dépense énormément d'argent à un jeune âge. C'est-à-dire que c'est des milliers d'euros dépensés par jour dans l'hélicoptère pour voilà, espérer donner le meilleur de soi-même. C'est-à-dire une grosse prise de risque. Donc je pense que j'étais quand même bien déconnecté. Et avec le recul, j'étais pas en dépression, mais j'étais complètement déconnecté de la réalité. Entre cet accident qui s'était produit et le reste, c'était vraiment voilà, un choc. Et c'est ce qui a provoqué ma motivation ensuite pour me dire waouh, là, tout le monde était prêt en cas d'accident. Et l'avalanche, tu as vu, même avec 10 personnes pour le secourir, c'est passé vraiment mais très très juste. Si demain, partout en France ou partout, dans n'importe quelle station, ça arrive à un de tes amis, c'est sûr que tu vas direct à l'enterrement, quoi. Même pas t'essayes de chercher. Parce que dans mon entourage, en général, de notre génération, il n'y a pas de formation adaptée. Et donc, on n'était pas assez bien formés. Et donc, qui dit pas assez bien formé, dit pas vraiment au courant du matériel qu'il faut avoir. Et donc, je me suis dit, voilà, là maintenant, tu vas rentrer à ta maison et tu vas te bouger les fesses pour te former, mieux te former tes amis, et tu vas ouvrir ça à tous les pratiquants. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, au Safety Shred Days, 4e édition à La Rosière. C'est le rassemblement freeride de début de saison, où dans la bonne ambiance, tout le monde se forme, et on l'a rendu aussi abordable pour que même les personnes qui n'ont pas forcément le budget puissent se former. Donc voilà. ici, il y a tous tes potes, toute ta bande de pro-riders qui vient et partager son expérience, mais aussi se former, et aussi tous les amateurs qui sont invités à venir pour se former. Donc il y a des ateliers pratiques. C'est une partie théorique le matin, donc avec un brunch conférence, et ensuite l'après-midi, des ateliers pratiques donnés par l'ANENA, l'association de la neige et des avalanches. Et c'est vraiment pour tous les niveaux, autant pour les pro-riders que les personnes qui veulent se mettre hors piste. Voilà, on estime aussi que dès que tu sors de la piste, tu dois être formé et avoir le bon matériel. Ça, c'est vraiment important. Une avalanche peut se produire juste à côté de la piste, on l'a déjà vu. Si tu fais du freeride, c'est fait pour toi. Alors moi, je suis bien content d'être là parce que j'adore le snowboard. Et donc, tu as suivi la formation de bah grave. Non, mais c'est Génial. juste super bien. Et effectivement, quand tu aimes le snowboard, que tu aimes les sports de glisse, ce qui est juste mythique, c'est la poudre, quoi. Une fois que tu as essayé, c'est juste pas possible de faire autre chose. Mais c'est vrai que t'es pas formé, quoi. Enfin, moi, je sais, j'y rien, quoi. Tu vois, donc c'est juste trop bien de pouvoir être formé. C'est exactement. Tu vois, l'événement est fait pour une personne comme toi, parce que en fait, t'as pas vraiment eu l'opportunité d'être formé. Ce qu'on veut faire en venant au Safety Shred Day, c'est aussi montrer le bon exemple, communiquer sur le fait qu'on se forme et que tout le monde doit être formé. Et en plus, en montagne, le truc, c'est que tu dépends
vraiment beaucoup de ta bande de potes autour de toi. Parce que toi, si t'es formé mais que t'es sous l'avalanche, ça peut t'aider à gagner quelques minutes, mais ce qu'il faut, c'est que les mecs autour soient formés. Et si sur ta bande de potes, il y en a qu'un qui est formé, les 4 autres, ils ont pas le matos, ils ont pas les piquets, voilà. Donc t'as vraiment besoin d'un mouvement collectif, quoi. Exactement, oui. Déjà, s'il y a avalanche, c'est qu'il y a souci. À la base, c'est gestion du risque. Voilà. Le but, c'est qu'il n'y ait pas d'avalanche et de ne pas se retrouver en situation d'accident. Si je passe là, il faut que je fasse attention. Là, il y a des barres rocheuses. Là, il y a une accumulation de neige. Ça peut glisser. Donc, il y a vraiment toute une analyse à développer avant qui est super importante. Ensuite, pépin, mince, avalanche. Qu'est-ce qui se passe ? Là, il faut être formé, avoir le matériel. Et ça, vraiment, ça demande beaucoup d'expérience. Sur une situation, sur des scénarios compliqués, c'est vraiment techniquement délicat. Là, tu rajoutes les émotions en plus. Imagine, c'est ta petite copine qui est sous l'avalanche. Potentiellement, si tu n'as pas les bons gestes, les bons réflexes, elle peut mourir. Dans ton cerveau, là, ça fait bing, 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 bing. Là, tu pètes un plomb. Il faut avoir donc être formé soi-même, avoir le bon matériel, les potes formés avec le bon matériel, avoir les moyens de communication pour prévenir les secours. Ouais, c'est technique, quoi. Et il faut en avoir conscience. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste être conscient des risques. Moi, ce qu'on communique au Safety Shred Days et à l'esprit, en gros, de notre bande de pro snowboarders, pro freeriders, des marques, de la station aussi, c'est pas n'allez pas en hors-piste, c'est dangereux. C'est allez-y en pleine conscience, formé et avec le bon matériel. Ça, c'est vraiment important. Voilà, d'avoir l'expérience pour se dire non, aujourd'hui, c'est mauvais, je n'y vais pas, j'irai demain ou après-demain. Parce que les conditions sont différentes, plus stables. Ou alors, oula, j'ai appris ça, là, il y a tel et tel signaux, écoute, non, je ne vais pas y aller. Voilà, il faut vraiment savoir renoncer, savoir analyser, et ça, c'est technique. Il y a plein de pro-riders, on va apprendre plein de trucs, il y a de la super neige qui va tomber. Exactement. Donc on va se régaler et on va partager ça avec tous les auditeurs de Mordu via des épisodes de podcast, mais aussi via des vidéos qu'on va mettre sur notre Facebook et Insta. Je pense qu'on va se régaler. Bon, Victor, toi, tu as cette casquette prévention, mais tu as plein de casquettes. Tu as aussi la casquette délire, je le disais tout à l'heure. Ouais. Tu as sorti toute une série de vidéos qui s'appellent les trip roulettes, où tu lances une roulette pour décider si tu vas partir en Corse ou en Ouzbékistan, en utilisant un moyen de transport responsable et avec un guest. Alors, tu es parti dans des endroits absolument improbables, pour moi, pas improbable, mais la Corse, la Grèce, le Pakistan. Est-ce que tu peux me donner ton meilleur souvenir sur un de ces spots Il y a eu beaucoup de très bons souvenirs. C'est fou qu'une planche à neige qui glisse nous fasse vivre autant d'émotions. Traverser la Méditerranée en bateau à voile, en voilier, dans la tempête, pour aller faire du surf et du snowboard en Corse, avec peu d'expérience en voile, c'était vraiment incroyable. Ah, parce que donc la roulette avait décidé que vous partiez en Corse. Exactement. En bateau. Et donc vous partez de je ne sais quel port Toulon. De Toulon. Avec un voilier que nous avions loué à notre cher ami Marcel. Et voilà, on se retrouve donc quand même avec Jérôme Tanon, donc le photographe capitaine de bateau. Donc le but, c'est de voyager avec un moyen de transport écologique dans une destination avec à chaque fois un nouveau guest. Et donc là, la Corse en voilier avec Jérôme Tanon. Donc c'était quel mois, je me suis demandé? Fin février, début mars, il me semble. Et aller rider en Corse, pour un Français, c'est assez incroyable. Mais bref, on est parti dans cette aventure où, surtout au début, on part, grosse tempête, tout le monde malade sur le bateau, sauf 2, Thomas Delfino et moi, et on se retrouve à barrer, alors que le capitaine est en fond de cale à vomir, à barrer le bateau de nuit, avec, dès qu'on se retournait, des déferlantes qui coulaient derrière le bateau, avec les frontales, à tenir notre barre. C'était irréel, quoi. On était là, waouh, bon début de trip. Et on arrive à Calvi, on amarre le bateau dans le port, et juste à côté, des vagues parfaites, et bien sûr, nous avions pris nos surfs. Donc là, session à 3,
tous les trois en hiver en Corse, juste à côté du port. Un magnifique sunset juste à côté de la citadelle en feu. Et c'était irréel. Et le lendemain matin, on prend le train et on va dans les montagnes. Donc là, grosse rando. Et après, on a passé une semaine à la fois, vous verrez dans l'épisode, bloqué dans un refuge par le brouillard givrant. Mais aussi, on a réussi à avoir de la poudreuse au goût de copa. Et ça, c'était le but ultime. Et on a réussi. Et ça s'est fini avec un retour retardé parce qu'il y a eu une tempête, parce qu'il fallait bien ramener le bateau. Hein. Et voilà, on ramène le bateau et à un moment, on fait les cons sur le pont, vous verrez. Et là, il y a des dauphins qui sautent pour nous dire, pour nous remercier de ce beau trip. Donc ça, c'était vraiment un super bon moment avec des bons amis. Alors la préoccupation écologique, c'est quelque chose qui est récent chez toi? C'est quelque chose dont tu as pris conscience il y a plusieurs années? J'ai toujours été vraiment très sensible à l'écologie. Un souvenir que ma mère me ressort souvent, c'est que tu tapais des crises. On allait chercher un sapin de Noël. À l'époque, ça se faisait bien. Hein. On coupait le sapin, on le ramenait à la maison. Et moi, couper un arbre, c'était un crime. Vraiment, c'était le pire des crimes, quoi. Tu jetais une cigarette dans la rue, pareil, je tapais des crises. Et vraiment, j'ai toujours été... je suis quelqu'un de très calme, mais quand c'est injuste ou irrespectueux, et notamment envers la nature, ça m'a toujours vraiment touché. Étant jeune, j'ai eu l'opportunité de faire pas mal de voyages, donc peut-être de faire un peu moins attention en termes de trajet, etc. et d'impact. Mais j'ai envie de dire que j'étais jeune et que je saisissais naïvement les opportunités. Maintenant, c'est clair que je m'y intéresse plus, je sélectionne plus. Et ce que j'ai envie de promouvoir, c'est vraiment en partie le respect de la nature. Alors, tu es notamment ambassadeur d'une initiative qui s'appelle POW, Protect Our Winter. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Donc, Protect Our Winters, c'est une association à but écologique et qui fait une multitude d'actions, notamment politiques, éducation. Je m'implique à mon niveau. Par exemple, hier, on a fait une conférence lors des Safety Shred Days, où on a présenté le dernier film Protect Our Winter et on a débattu ensuite par rapport à ça. Qu'est-ce que les amateurs peuvent faire pour avoir une pratique du ride plus responsable? Plus responsable, dans un premier temps, essayer de rider local et de rider en transport en commun. C'est-à-dire, au lieu de partir avec chacun sa voiture, partir potentiellement en train ou au moins essayer réellement de covoiturer. Ça, c'est une des principales batailles de Protect Our Winter. Et moi, petite anecdote personnelle, avant, je ne serais jamais parti en covoiturage parce que tu vois, ça saoule au début. Tu vas te dire, je vais prendre des mecs, puis c'est pas pratique et tout ça. Et je l'ai fait assez récemment où j'ai mis un mot sur un groupe Facebook, le truc que j'aurais jamais fait il y a 3 ans, tu vois. Et en fait, écoute, c'est chambé, quoi. Tu rencontres du monde, tu tapes la tchatch, tu divises ton bilan carbone par 4. Ouais, mais certains potes, ils sont assez hallucinés. Et moi, j'adore le covoiturage. Déjà, j'aime pas conduire. Tu vois, conduire dans ta voiture, moi, je trouve que c'est un peu une fuite de temps. Je suis vraiment sur plein de projets différents. Donc, vraiment, me retrouver seul en voiture, mis à part avec un bon podcast, maintenant, j'aime bien. Mais sinon, ça m'intéresse pas trop. Donc je conduisais très vite pour essayer d'arriver le plus rapidement possible d'un point A à un point B. Donc j'ai perdu beaucoup de points, ce qui était vraiment au final un peu idiot. Donc là je me suis mis au covoiturage à un moment. Et ça me permettait, tu es obligé de respecter les limitations de vitesse. Tu rencontres des gens incroyables. C'est vraiment un mix de sociétés. J'aurais jamais rencontré ces gens-là. Je trouve ça... Et c'est des gens avec qui je suis encore en contact, tu vois, c'est assez fou quand tu fais des gros trajets, de rencontrer des gens comme ça, tu passes quand même 5-6 heures à discuter avec elles, des fois de sujets assez personnels, tu te livres peut-être des fois plus parce que c'est une personne que tu ne reverrais jamais, donc je trouve qu'il y a une certaine franchise assez incroyable. Et donc bref, tout ça pour dire, moi j'adore le covoiturage et c'est souvent des trajets assez... Victor Davier est sur Blablacar, il y a 10 € de réduction avec le code mordu, n'hésitez pas, vous serez bien reçus. Non mais moi j'ai pas de souci avec ça, et au contraire, c'est souvent marrant des fois les gens qui captent après, ils disent
Ah, mais je suis vraiment monté en voiture avec un pro rider, c'était marrant. Alors, tu es covoitureur, mais tu fais plein de choses, hein, je le disais dans l'intro. Tu as aussi, ta petite entreprise. Enfin, je dis petite, c'est une entreprise, Pag Neckwear. Vas-y, raconte-nous les origines de Pag Neckwear, parce que c'est assez sympa. Pag Neckwear, on est en 2022 et ça existe maintenant depuis une grosse dizaine d'années. À l'époque où je commençais à faire beaucoup de snowboard, moi j'ai toujours eu ce froid dans le cou que je détestais. Donc j'ai essayé de mettre des écharpes et avec les écharpes et une veste de ski, tu n'arrives jamais à fermer ta veste jusqu'en haut. Et ça m'énervait. Et donc un jour, j'ai été dans l'atelier de ma grand-mère, qui est couturière, et j'ai dit Mamie, est-ce que tu peux juste me prendre ces 2 bouts de polaire là, tu me les mets ensemble, ça me fait un cache-cou. Ouais, écoute mon petit-fils, pas de souci. En 2 coutures, c'était fait. Je me suis dit, pas mal. Puis on a décidé d'en faire avec du tissu à l'extérieur pour pas avoir l'effet polaire. Donc tout de suite, ils étaient un peu stylisés. Et ensuite, mes potes du club, mon frère aussi, se sont dit non mais attends, mais moi aussi j'en veux un. Donc mamie, elle a commencé à en faire pour tout le club, quoi, gratuitement bien sûr. Et là, on s'est dit non mais attends, on va créer notre marque et on va faire Pag Neckwear. Et donc là, on a commencé à en vendre au shop local à Gap, qui s'appelait Atmosphère, et petit à petit, ça s'est développé. Mais vraiment de manière très artisanale, c'est mamie qui continuait en France, depuis son atelier, à faire, sur certaines saisons, des milliers de cache-cou, quoi. Ah ouais. Parce que ça s'est quand même développé assez fort. Donc voilà, c'était notre chinoise, on l'appelait, parce qu'elle passait sa vie vraiment à coudre des neckwear pour ses petits-fils. Et donc, nous, on lui faisait des chèques, hein, parce qu'il fallait bien qu'on la paye. Donc, on faisait des chèques à mamie en échange de sa couture. La marque s'est désormais bien développée. Malheureusement, mamie a vieilli. Elle est toujours impliquée dans Pag parce qu'elle elle souhaite l'être et nous aussi. Elle gère le compte Instagram, j'imagine. Non, mais elle regarde tous les jours Instagram pour suivre les actus de Pag. Et donc, ça nous tient à cœur de continuer à faire du Made in France. Donc, tout est fait en France, mais ce n'est plus mamie qui confectionne nos cache-cous. Mais voilà, on a des ateliers de confection en France. Tout est designé par une designeuse en France. C'est une marque qui est portée par tous nos amis pro riders, que ce soit skieurs, snowboarders, parapentistes. Buy local, ride local. Exactement. Excellent. Voilà, et c'est aussi, on est tous un peu passionnés de mode, donc il y a vraiment une influence assez stricte dans des produits de technique montagne. Bon, ce qui amène une question, hein, c'est comment tu organises ton temps? Est-ce que tu as beaucoup d'activités? Là, j'essaye vraiment de diminuer un peu mes projets, parce que je fais tous ces projets par vraiment pure passion. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée, une envie, j'y vais vraiment à 300%. Maintenant, j'essaye un peu d'organiser tous ces projets. Parce qu'à côté de ça, il y a d'autres choses. Hein. Il n'y a pas que ça. Je garde vraiment des moments où je me fais plaisir, c'est-à-dire snowboard, surf, foil, parapente. Et à côté de ça, je bosse quasiment non-stop, mais je n'ai pas l'impression de bosser. Là, je te dis bosser parce qu'on parle pour certaines personnes, ça peut être du travail, mais je ne vois pas les heures passées derrière ces projets parce que vraiment, je le fais par pure passion. Alors, tu m'offres une super transition. Je voulais te demander de quel sport autre que le snowboard tu pratiquais. Tu t'es mis au foil? Alors, ouais, à Annecy. Donc, moi, je suis originaire des Alpes du Sud, mais j'habite à Annecy depuis maintenant presque 10 ans. Et donc, on a une petite équipe à la base de pro-skieurs, pro-snowboarders qui font beaucoup de kite. Moi, je ne fais pas de kite, mais à cause du Covid, mon voisin... lors du premier confinement, lui est vraiment passionné par le foil et il avait un foil de pumping. Donc voilà, c'est un foil un peu plus gros que les autres qu'on pousse depuis un ponton pour générer sa propre vitesse. Et donc c'est assez technique d'apprendre le foil de pumping et lui il en faisait. J'ai eu la chance de faire un confinement au bord du lac d'Annecy et sur le ponton d'à côté, il faisait du foil de pumping et donc je lui ai dit attends, t'es solo dans ta maison, il y a peu de chances que t'aies le Covid. Moi, je suis solo dans ma maison à côté. On va apprendre ensemble. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis au foil. Et suite au confinement, on a créé une petite équipe de foilers à Annecy qui s'appelle Annecy Foil Team. Et donc, je me suis mis au foil. Et toujours en pumping alors Alors, en pumping. Et l'objectif, c'est bien sûr à l'océan de surfer en foil sur des vagues
Et donc voilà, on a fait nos premiers essais cet été. Alors du coup, le fait de commencer par le pumping, ça aide énormément en vague ouais. derrière. Bon, toi, tu sais déjà surfer en plus. Hein, donc, Clairement, ça aide. Ouais, ça aide énormément. Notamment parce que voilà, tu n'as pas à prendre l'équilibre. Tu passes énormément de temps debout sur la planche. Donc voilà, ça aide énormément. Et puis le pumping, quand tu le vois bien fait, tu te dis que c'est facile. Moi j'essaye un peu, c'est pas si simple que ça. Non, c'est clairement... il faut y passer du temps. Et c'est pour ça que ça nous a pris une bonne moitié de confinement à bien capter. Ah, c'est bien, c'est un confinement bien rentabilisé. Est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas essayé, que tu aimerais essayer ? Donc là, récemment, c'est marrant que tu me poses cette question parce que voilà, j'ai envie d'apprendre des nouveaux sports, des nouvelles notions. Donc je me suis mis au foil, ça c'était vraiment intéressant, à la voile. Voilà, ça, je trouve que se déplacer avec le vent, c'est noble et attirant, quoi. Se déplacer avec, grâce à la nature, je trouve ça génial. Et parapente aussi. Voilà, il y a une grosse mode chez les pro snowboarders de faire du parapente. Par exemple, hier soir, au Safety Shred Days, après avoir fait donc, la journée, le Riding Day avec tous les pros, ça s'est terminé par une session de parapente. C'est quel kiff tu trouves dans le parapente ? Se déplacer dans les airs, c'est vraiment magique, quoi. Et la connaissance de l'aérologie. C'est vraiment un sport technique où l'air, c'est quand même assez imprévisible. Essayer de comprendre et de maîtriser un petit peu l'aérologie pour pouvoir se déplacer, c'est vraiment, vraiment beau. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore évoqué ensemble. Hein. Je disais tout à l'heure que tu avais fait un trip au Pakistan. Je crois qu'il s'est passé pas mal de choses intéressantes là-bas. Est-ce que tu peux nous en parler ? L'année dernière, en février dernier, j'ai eu l'opportunité de partir au Pakistan avec une association qui s'appelle Zom Connection. Parce qu'il faut savoir que je suis quand même un yes man. Et donc dès qu'il y a des projets cool et qui me tiennent à cœur, je peux pas dire non et j'y vais plein cadre. Et donc là, il y a le guide pro snowboarder et guide de haute montagne Pika Eri qui m'a proposé de partir avec son association au Pakistan. L'association Jump Connection, elle a pour but de collecter du matériel dans les Alpes et de l'envoyer par cargo au Pakistan pour ensuite éduquer la population au ski, au snowboard, au ski de rando, au hockey, donc tous les sports d'hiver. Et donc j'ai fait partie de cette équipe de 10 guides, pros, moniteurs de ski ou même passionnés. Où on est parti au Pakistan dans différentes contrées, distribuer et apprendre et partager notre passion avec des nouveaux pratiquants du coup. Il faut savoir qu'au Pakistan, il y a donc 230 millions d'habitants, des montagnes incroyables. Par exemple, le K2 est au Pakistan. Ils ont donc beaucoup de régions enneigées, mais il n'y a que 3000 personnes sur ces 230 millions qui pratiquent le ski et le snowboard. Et donc, on a été dans différentes régions, distribuer le matériel et apprendre à la population. Et on s'est retrouvé aussi sur un festival. Donc ça a été une expérience incroyable de partager notre passion avec ces nouveaux passionnés. Moi, c'était la première fois. Normalement, je fais uniquement des trips techniques où on va à l'autre bout de la planète pour faire les plus belles images possibles, faire des tricks les plus impressionnants pour amener les plus beaux films. Et là, non, l'objectif était complètement différent. C'était le matin, tu te lèves et tu vas distribuer du matériel et ensuite tu vas leur apprendre à faire du snowboard. Je me trimballais avec ma bande de riders débutants. Au début, dans la station de Malam Jaba, donc la seule station du Pakistan. Et là, c'était trop marrant. J'avais l'impression d'être comme si Shaun White débarquait dans la montagne du Semnoz au-dessus d'Annecy. Et c'est marrant, ils n'avaient aucune référence. C'est-à-dire que je faisais à une figure, ils ne l'avaient forcément jamais vue. Donc j'étais un peu un snowboarder surhomme, quoi. Tu vois, c'était marrant de voir dans leurs yeux l'épanouissement, de voir certaines figures, etc. C'était vraiment incroyable. Et il y a eu plein d'actions. Je les ai amenés dans l'hôtel où ils n'avaient pas le droit d'aller, les petits locaux, pour jouer au Uno. Donc tout le monde a halluciné que je me trimballe avec ma bande de 10 jeunes jouer au Uno. On a fini par faire un trip roulette au fin fond d'une vallée en dormant dans une mosquée, donc une vieille mosquée d'été constituée juste de quatre murs où on a fait
3 nuits par moins 15. Eux, ils n'étaient pas du tout équipés pour faire leur premier trip freeride. Donc ça, c'est le thème du trip roulette. On a été avec des ânes. Voilà, ça va sortir bientôt. Ça, c'était vraiment une expérience incroyable. Et parce que c'était pas encore assez incroyable, sur place, lors d'un festival de snowboard, ils appellent ça la compétition internationale de snowboard au Pakistan, à Malam Jaba. International, pourquoi ? Parce qu'il y a un Belge et l'équipe afghane de snowboard. Et je me suis retrouvé en même temps que l'équipe afghane de snowboard sur place, dans le même hôtel. Et donc tous les soirs, ces Afghans, c'était pour la première fois avec un pro snowboarder, ils se disent, voilà, on va lui poser des questions. Et moi, l'équipe afghane de snowboard, ça m'intriguait aussi. Donc tous les soirs, on passait notre temps à boire le thé et à discuter. Voilà, c'est une bande de jeunes de 20 ans. Ils sont 25 à peu près, mais là, il y en avait max une quinzaine, filles et garçons. Donc ils ont une fédération, mais il faut savoir qu'ils n'ont que 20 boards dans le pays. Donc 20 snowboards, voilà, donc c'est un stock assez maigre. Puis dernier cri, j'imagine, en plus. Ouais, exactement. Et moi, c'est peut-être le nombre de snowboards que j'ai par an, donc tu vois, c'est assez fou. Mais voilà, des jeunes vraiment passionnés qui apprennent en Afghanistan au bord des routes parce qu'il n'y a pas de station. On a vraiment accroché avec toute cette bande. Suite à vraiment ces longues discussions, j'avais même fait une pseudo-conférence pour les coacher à comment réussir en snowboard, quelles étaient les prochaines étapes qu'il fallait qu'ils fassent, etc. Je leur ai montré comment faire une bosse correctement pour qu'ils puissent s'entraîner. On a bien rigolé, on a beaucoup échangé entre passionnés. Ce qui est marrant, c'est qu'avec le snowboard, où que tu ailles sur cette planète, quelle que soit ta religion ou ta direction politique, dès que tu fais du snowboard, ça match. Voilà. Et je pense que c'est pareil pour toute passion. Pakistanais, Afghans, pas de sujet. On a été en Israël, on a été au Kazakhstan, en Turquie, au Chili, Argentine, Nouvelle-Zélande. Dès que tu retrouves des snowboarders, ça se passe en général très bien. Voilà, j'avais prévu, je me suis dit, mais ces jeunes, ils sont incroyables. L'année prochaine, après le Pakistan, on va en Afghanistan. Et on va aller documenter un peu ce qui se passe. On va sûrement aller faire un trip roulette en Afghanistan. Ces jeunes, ils sont incroyables. Il faut qu'on y aille. Donc eux, ils m'avaient dit, pas de souci, on t'invite, let's go, on se fait ça. Donc on avait commencé à organiser jusqu'à ce que début août arrive. Et début août, avec l'arrivée des talibans au pouvoir, un jour, un matin, on était à Paris avec ma copine, 8h du matin, au lit, au réveil. Mon téléphone sonne, je regarde. Je connaissais pas le numéro, mais je pouvais voir le pays, Afghanistan. Oula, je décroche. Et là, le directeur de la fédération qui me dit « Bonjour Victor, tu te souviens de moi ?» Bah oui, bien sûr, on avait prévu ce trip il y a 2 mois ensemble. Oui, alors là, je t'appelle pour un autre sujet. On a reçu des menaces de mort. Tout le team a reçu des menaces de mort, notamment les femmes. Et là, il faut que tu nous aides à sortir du pays. Tu es la personne en Occident dont nous sommes le plus proches. Et il faut que tu nous aides. Alors bien sûr, j'avais vu les nouvelles, mais c'était vraiment au tout début. Et là, dans ma tête, je me dis, mais attends, il m'a pris pour Macron, quoi. Il est mignon. Donc là, j'étais pas loin de l'ambassade afghane à Paris. Je me dis, bon, je vais aller là-bas, quoi. Voir ce que je peux faire. Donc là, j'arrive. C'était le chaos à l'ambassade afghane. Des dizaines de personnes qui attendaient pour la même situation. Au bout d'une heure d'attente, ils nous disent « Non, mais nous, on ne peut rien pour vous pour l'instant. » Donc là, j'ai essayé de contacter la terre entière. Vraiment, tout ce que je pouvais. Je trouvais les contacts sur Twitter des ambassadeurs français à Kaboul. Et ça, pour tous les pays, je les tweetais. J'essayais d'envoyer des mails à des sénateurs. J'ai essayé plein de biais. J'ai mis des messages sur les réseaux sociaux et grâce à ces messages sur les réseaux sociaux, on a réussi à constituer une petite équipe, notamment avec des Américaines qui sont avocates ou alors très connectées. Et on a réussi à constituer cette petite équipe et à les faire sortir petit à petit d'Afghanistan. Et là, on a appris hier que le dernier Afghan du team venait de sortir.
Voilà. Énorme. Et ils sont où maintenant ? Alors, ils sont éparpillés sur la planète. Il y en a une partie au Canada, aux États-Unis, en Suède, en Allemagne et surtout à Islamabad, au Pakistan. Et donc, on a vraiment vécu dans un film pendant 2-3 mois, où là, ça m'a pris tout mon cœur. C'est-à-dire que je peux plus dire « Ah ouais, j'ai fait un super apéro, sunset, au bord du lac d'Annecy. » Non, tu vois, j'arrivais plus vraiment à apprécier. À aucun moment, j'étais focalisé sur aide ces jeunes. Tu vois, tu ne peux plus profiter de ta vie. Ces jeunes ont besoin de toi. Maintenant, tu te bouges. Et ça a été vraiment fou et c'est pas fini, quoi. Et comment on peut aider maintenant ? Alors, comment on peut aider ? Maintenant, ils sont tous sortis du pays. On a créé une association qui s'appelle Snowboarders of Solidarity. Et l'objectif de cet asso, c'est de les insérer dans leur nouvelle vie via le snowboard. Voilà, en leur offrant du matériel, en leur offrant des cours d'anglais, en les connectant avec des communautés de snowboard dans leur pays d'accueil. Et ça, c'est le but de l'asso, parce qu'il faut savoir qu'ils ont tout laissé derrière eux. Ils ont laissé leur famille, leurs études, tout leur passé, sans argent, parce que tous leurs comptes en banque sont bloqués. Moi, j'ai passé du temps avec ces jeunes. Ça m'a vraiment tenu à cœur de les aider. Et donc là, on a un crowdfunding qu'on essaye de pousser pour les aider. C'est donc sur GoFundMe, Snowboarders of Solidarity. Ouais, écoute, on mettra le lien dans la description de l'épisode. Et t'en parles avec les yeux qui brillent. Ouais. Ça m'a donné la chair de poule. Et bah ça boucle bien cet épisode. Le snowboard, les causes, la prise d'initiative, ça te représente bien, Victor. Je me suis régalé. Pour finir cet épisode, j'aimerais te demander qui t'aimerais entendre sur Mordu pour un prochain épisode. Je pense qu'un Aurélien Giraud, avoir son avis sur des sujets un peu pointus, écologiques, etc., ça pourrait être marrant. Ah bah écoute, tu le connais Aurélien ? Ouais. Bon bah écoute, on va essayer de le faire venir Aurélien, j'aimerais beaucoup l'avoir. Donc skater, quand on voit du lourd en street, ce serait bien cool de l'avoir. Bah écoute, on le contactera de ta part. Victor, merci pour ton temps, merci pour ton invitation. On se retrouve demain Carrément, sur les pistes. J'espère que tu vas être un élève studieux. Parce que mec, tu as besoin de ces notions. Je vais venir si tu aimes la poudreuse, tu as besoin de ces notions. Très bien, je vais venir avec mon petit carnet, mon petit stylo. Tu vas voir, je vais être très bien. Parfait. Salut merci mec, beaucoup. Merci, ciao. Salut. J'espère que vous avez autant kiffé que moi cet épisode avec Victor. On vous a mis le lien vers le crowdfunding de Victor en description de l'épisode. Vous aussi, participez à cet élan de solidarité incroyable envers ces snowboarders afghans exilés. Si ça vous a donné envie de vous former et de vous informer à propos des avalanches, la bonne nouvelle, c'est qu'on vous a préparé quelques épisodes bonus avec les autres organisateurs des Safety Shred Days. Et si vous aimez Mordu, partagez, notez, commentez sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. On est très actifs sur le compte Insta de Mordu, sur Mordu le podcast. Suivez-nous et envoyez-nous un message, ça vaut tous les encouragements du monde. C'est grâce à vous que Mordu grandit chaque saison. Un grand merci à tous. J'espère que votre prochaine session est dans pas longtemps. Une bise, à plus les mordus.